Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Mesdames et messieurs, nous allons donc aujourd'hui parler de Ariane Mouchkine et du Théâtre du Soleil. Et je voudrais commencer évidemment en saluant très amicalement et très fraternellement Ariane Mouchkine, que j'ai bien connue puisqu'elle m'a ouvert les portes de la cartoucherie de Vincennes en 1973 et elle a permis au Théâtre de l'Aquarium de vivre dans ce lieu exaltant, passionnant, pendant, en ce qui me concerne, 15 ans. Donc ça a été une aventure partagée en quelque sorte, même si chaque théâtre était différent et indépendant, mais en tout cas on s'est côtoyés pendant très longtemps et je voulais encore la remercier, lui exprimer toute ma reconnaissance pour son soutien à ce moment décisif de notre vie. Je vais essayer de vous raconter les débuts du Théâtre de l'Aquarium. J'ai assisté au premier spectacle, de raconter comment finalement s'est inventée cette magnifique aventure théâtrale qui est celle d'Ariane Mouchkine et du Théâtre du Soleil. On ne peut d'ailleurs pas dissocier Ariane et le Théâtre du Soleil. Ce n'est pas Ariane d'un côté, le Théâtre du Soleil de l'autre, c'est un peu la même chose si vous voulez. Il y a toujours eu un dialogue entre le metteur en scène, qui est plus qu'un metteur en scène à mon avis, un réalisateur en quelque sorte, et les comédiens qui ont été souvent très longtemps à côté d'elle. Je vais le faire en essayant de donner le plus possible la parole à Ariane Mouchkine elle-même, en partant de plusieurs ouvrages, et en particulier d'un livre d'entretien qu'elle a eu avec Fabienne Pascaud, qui est récent, et qui s'appelle L'art du présent, où elle parle beaucoup de son aventure, et je puise beaucoup ses propres paroles. Je connaissais le contenu, mais je ne l'avais pas exprimé dans sa bouche, et je crois que, puisqu'il s'agit d'une chaire de création artistique, le plus important est d'entendre le créateur lui-même parler. Voilà pourquoi je la ferai parler, même si ce n'est pas moi. Lorsque j'irai ce ne sera pas moi, ce sera Ariane Mouchkine. Et on l'entendra dire ce qu'elle sent, ce qu'elle ressent. Parce qu'elle a une parole très vivante, très concrète, une parole d'action et métaphorique par image aussi. Donc ça me paraissait important de vous faire entendre la langue d'Ariane Mouchkine qui parle très bien du théâtre. Et pour vous la présenter en quelques lignes, elle a une anecdote très intéressante, très amusante. Elle arrive d'Angleterre, elle a eu la vocation du théâtre en Angleterre, à Oxford, où elle travaillait dans deux compagnies universitaires de théâtre différentes pour apprendre son métier. Et c'est à Oxford qu'elle a une illumination en montant dans un autobus. Elle sait qu'elle va faire du théâtre toute sa vie. Elle se sent appelée par le théâtre. C'est vraiment une vocation. Elle arrive donc à Paris en 1959 et elle s'inscrit à la Sorbonne. Et là, elle a envie de rejoindre le théâtre antique de la Sorbonne, qui est à ce moment-là présidé par Jean-Pierre Miquel. Jean-Pierre Miquel qui deviendra plus tard directeur du Conservatoire d'art dramatique de Paris et administrateur de la Comédie Française. Donc Jean-Pierre Miquel reçoit Ariane Mouchkine. Et c'est assez, avec le recul du temps, c'est assez cocasse d'écouter ce qui se passe. Voilà comment Ariane Mouchkine en parle. Elle lui demande si des filles peuvent participer au théâtre antique de la Sorbonne. Oui, dit Jean-Pierre Miquel, oui, bien sûr, on a besoin de filles. Mais chez nous, les filles ne jouent pas. Elles ne mettent pas en scène, elles ne sont même pas assistants du metteur en scène. Elles ne font pas le son, elles ne font pas la lumière, elles sont à la couture. Et la réponse a été immédiate. Alors voilà la réponse, et c'est la réponse qui est magnifique. J'ai dit « Salut », je suis descendu chez le concierge, j'ai demandé une salle, et j'ai créé l'association théâtrale des étudiants de Paris, qui est devenue l'ATEP, Association théâtrale des étudiants de Paris. Et c'est une réponse, pour moi, c'est
vraiment une histoire exemplaire d'Ariane Mnouchkine. Elle ne parle pas, elle ne fait pas de proclamation, elle se déplace, elle va ailleurs. Et allant ailleurs, elle trouve une salle et sa réponse est dans l'action. Et Ariane se déplacera toujours du côté de l'ailleurs. Quand le système résiste, elle se déplace. Et elle contre-attaque d'un autre point de vue. Pour trouver de l'argent, là aussi, femme d'action, femme d'intelligence, pour trouver de l'argent pour la TEP, elle demande à Jean-Paul Sartre de venir faire gratuitement une conférence sur le théâtre. Je crois que c'était autour de Jean Genet. Conférence sur le théâtre qui est payante. Et toutes les entrées, donc évidemment l'amphithéâtre de la Sorbonne est archi plein, et toutes les entrées payantes, c'est un peu le début de la cassette de l'Association théâtrale des étudiants de Paris. À partir de là, à l'Association théâtrale des étudiants de Paris, elle rencontre, et ce sera ça sa chance, elle rencontre à la fois Jean-Pierre Taillade, Gérard Hardy, Philippe Léotard, celui qu'on connaîtra par le cinéma, la chanson, Jean-Claude Pinchena, qui dirigera le théâtre du Campagnol ensuite, Mira et Georges Donzenac. Elle est très amie avec Martine Franck, la grande photographe, sont très amies presque d'enfance ou d'adolescence, et elle suivra l'aventure. Françoise tourne à fond pour les costumes. Donc il y a une bande d'amis qui se retrouvent, qui se sentent une complicité, et ils vont très vite fonder une coopérative ouvrière en 1964, une coopérative ouvrière, donc il se donne un système où finalement chacun a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il n'y a pas un patron, mais chacun, c'est déjà une structure juridique très importante pour le Théâtre du Soleil, une structure juridique où il n'y a pas un patron et des employés en quelque sorte, mais vraiment des gens qui ont les mêmes devoirs et les mêmes droits. Même si cette règle de la coopérative ouvrière ne sera pas essentielle, après ça sera sur le terrain du théâtre que se passeront les rapports de pouvoir, mais c'est significatif du désir de vivre ensemble d'une certaine manière. Alors, il cherche un nom pour le théâtre, il cherche un nom, et pendant toute une nuit, entre eux, dans un hôtel, je crois, ils se racontent les meilleurs noms, c'est-à-dire les noms qui leur parlent le mieux du théâtre. Alors, l'un dit le feu, l'autre la chaleur, l'autre la lumière, l'autre la beauté, l'humanité. Et alors, dit-elle, au bout d'un moment, quelqu'un a suggéré, je crois que c'est moi, dit-elle, le soleil. Alors c'est assez beau parce que le théâtre grec, enfin toute la civilisation grecque, elle va bien monter les Grecs plus tard, la civilisation grecque dit que pour vivre, c'est voir la lumière du jour, c'est voir le soleil, vivre. C'est-à-dire que ce n'est pas autour du souffle, mais c'est autour de l'œil. Voilà, vivre, voir le soleil. À ce propos, je peux très vite faire une parenthèse. Au théâtre de la Cartoucherie, enfin à la Cartoucherie, pardon, il y a le Théâtre du Soleil, il y a d'autres théâtres, il y a le Théâtre du Soleil, mais en face de lui, il y a un autre théâtre qui s'appelle le Théâtre de la Tempête. Alors comment est né le nom du Théâtre de la Tempête par rapport au Théâtre du Soleil? C'est évidemment que Jean-Marie Serrault, qui était l'animateur du Théâtre de la Tempête, c'est lui qui va lui donner ce nom, il a fait exprès de prendre ce nom face au Théâtre du Soleil. Parce qu'il n'aimait pas l'idée du soleil, il trouvait que c'était trop consensuel, trop ouvert à tout le monde. Alors qu'il pensait, lui, Jean-Marie Serrault, qui venait de monter une tempête d'Aimé Césaire, qui avait monté en 1964 la tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire, il pensait que le théâtre devait être l'image de la crise, l'image du conflit, et pas du tout l'image du consensus. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez face à face, c'est important à savoir, le théâtre de la tempête face au théâtre du soleil. Voilà la raison. Après, on s'aperçoit, après coup, que Ariane Mnouchkine a effectivement, d'une certaine manière, il n'y a pas de conflit entre eux, hein, c'était une opposition de noms, d'une certaine manière, Ariane Mnouchkine a prolongé le mouvement de Jean-Marie Serrault. La dernière fois où j'ai vu Jean-Marie Serrault, c'était à la faculté de Vincennes, où il parlait des étudiants, et il disait il faut produire vite, ce qui est le contraire d'Ariane Mnouchkine, qui produit lentement, et il faut, à ses yeux, il fallait jouer les auteurs du tiers-monde. Et d'une certaine manière, Ariane Mnouchkine, avec Hélène Cixous, ont prolongé le travail sur le tiers-monde, sur l'Inde, sur les Khmers rouges, sur les Tibétains, enfin plusieurs spectacles qui ont parlé du tiers-monde. Voilà. Alors je reviens en 1964, au moment où elle fonde cette coopérative ouvrière, et
elle dit cette phrase que je trouve extraordinaire: nous n'étions ni brechtiens, ni rien, nous étions juste ensemble. Alors c'est très beau, parce que ça veut dire qu'on ne parle pas d'une idéologie, nous n'étions ni brechtiens ni rien, enfin on démarrait, on n'avait pas d'arrière-plan finalement, et ça parle d'un idéal, nous étions juste ensemble, c'est-à-dire qu'il suffit pour faire du théâtre d'être juste ensemble. Et quelque part, il y a quelque chose de vrai, on ne fait jamais du théâtre seul, et c'est le juste ensemble qui est magnifique, c'est-à-dire comme s'il y avait, dans l'être ensemble, il y avait une justice du théâtre, quelque chose de juste. Ça c'est vrai. Et tout le travail d'Ariane Mnouchkine est de partir de cette idée d'être ensemble, qu'elle va garder tout le temps, pour arriver à fonder un ensemble, partir de la notion même d'ensemble pour aller vers un ensemble, comme on dira le Berliner ensemble. C'est-à-dire que, ou un ensemble orchestral. C'est-à-dire qu'il faut constituer cet ensemble, mais cet ensemble ne se constitue que si on est vraiment ensemble. Et par exemple, le film de Fellini, Prove d'Orchestra, qui nous montre un ensemble musical, on voit les gens se disputer, tous les musiciens se disputer. Ce n'est pas parce que l'ensemble existe qu'on est ensemble. Le premier temps, c'est vraiment être ensemble. Et tout va être fait pour aller dans ce sens-là pour Ariane. Donc l'amitié est un principe fondamental qui sera un peu le ciment de cette troupe, l'amitié. Elle le dit elle-même, « J'ai un attachement énorme », dit-elle, « j'ai un attachement énorme, et cet attachement me nourrit. Je ne pourrais pas travailler sans lui. Il m'est nécessaire. J'ai besoin d'imaginer que mes acteurs vont rester là toute la vie. Je ne veux pas travailler avec quelqu'un dont je sais qu'il va s'en aller. » Donc il y a cette utopie qu'on va rester ensemble tout le temps. On va être ensemble, mais tout le temps. Tout le temps. Alors évidemment, elle vivra les crises très difficilement, parce qu'il y en aura des crises dans cet ensemble. Il y en a 3, en fait, très fortes, toujours après les grands succès. Après l'âge d'or, il y aura une première crise avec des départs d'un certain nombre d'acteurs. Après les Shakespeare, qui a été un très grand succès, pareil, départ d'autres acteurs. Et après les Grecs, grand succès, départ d'autres acteurs. Comme s'il y avait des générations qui ayant fait un voyage, enfin des générations, des comédiens qui ayant fait un voyage de 3 ans, 4 ans, etc., partaient, obligeant un renouvellement de l'équipe. Ce que Ariane vivait mal et en même temps ce qu'elle acceptait, et je crois qu'elle accepte de plus en plus. Donc le théâtre arrive comme un art de vivre fondé sur l'amitié, ce qui rend douloureuses ces crises. Ils n'ont aucun savoir en ce moment-là, et ils le disent. Je ne cachais pas que je ne savais pas. Tout le monde savait que personne ne savait rien. Entre eux, ils savaient qu'ils en étaient au même degré zéro. C'était le secret, le mieux partagé. Et donc, leur objectif, c'est d'apprendre ensemble. Le mot ensemble réapparaît. On ne se connaît rien, on n'est rien, on va apprendre ensemble. Voilà. Donc, le premier pilier sur lequel repose le théâtre du Soleil, c'est cette notion d'ensemble amical, qui crée la force du groupe. Et puis, décisif aussi, le choix de la pièce en fonction du groupe. Ils ne sont rien, ils ne connaissent pas le théâtre, ils sont juste, disent-ils, des petits bourgeois. Eh bien, ils vont monter Les Petits Bourgeois de Gorky, une pièce qui existe sur justement une jeunesse de petits bourgeois qui ne savent pas très bien où ils veulent aller dans la vie. Les petits bourgeois, parce qu'après tout, c'est ce que nous étions, dit-elle. Donc, nous allions montrer ça. Et elle dit, cela nous donnerait une leçon. Donc, le groupe se met en scène pour apprendre quelque chose du groupe. Ça aussi, c'est très porteur de ce que sera le théâtre du Soleil. La deuxième création, qui sera plutôt un semi-échec, ou même un vrai échec, c'est partir d'un désir d'Ariane Mnouchkine de donner, à adapter à Philippe Léotard, un des comédiens de la troupe, le Capitaine Fracasse. Parce que c'était un roman culte de son enfance, de sa jeunesse. Elle avait lu et relu le Capitaine Fracasse, et elle pense que c'est ce livre qui lui a donné envie de faire du théâtre. Donc tout de suite, toujours cette idée qu'on va amener au théâtre ce que l'on a de mieux, un nom, le Soleil, le Capitaine Fracasse, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire du théâtre. Donc ils adaptent, mais d'une certaine manière, ils ne travaillent pas assez, ou ils se contentent de ce plaisir d'être ensemble, peut-être,
et ils ne réussissent pas leur coup, d'une certaine manière. Elle le dit elle-même, c'est un spectacle maladroit, enfantin, débutant, un peu influencé par le cirque et la comédie musicale, ce qu'on reverra apparaître beaucoup plus souvent. C'est un échec, mais cet échec resserre les rangs. D'ailleurs, je vous ai dit que les crises ont succédé à des grands succès. C'est vrai que souvent, c'est les succès qui déstabilisent un groupe. Au contraire, l'échec oblige à réagir tous ensemble et resserre les liens. On revient donc ensuite à une pièce. L'échec, l'adaptation n'a pas donné, on vient vers une pièce. Martin Franck lui apprend qu'il y a une pièce qui a beaucoup de succès à Londres. Il s'agit de La cuisine d'Arnold Wesker, et elle écrit aussitôt à l'auteur en lui disant nous savons que vous avez une très belle pièce, nous sommes un petit groupe, on n'a aucune preuve à vous donner, mais si vous voulez nous donner les droits de cette pièce, nous ferons tout pour vous encourager, pour vous montrer du mieux ce que l'on est, pour vous donner votre pièce avec le plus de cœur possible. Nous serons là avec vous, nous ferons de notre mieux. Et Wesker est ému par cette lettre et il donne les droits. Alors c'est un moment difficile de la troupe parce qu'ils sont obligés de travailler les uns et les autres dans la journée. Donc ils ne peuvent se retrouver le soir que vers 19h et ils travaillent jusqu'à 1h, 2h du matin. Donc ils sont épuisés puisqu'ils ont double journée de travail, les 8 heures légales et puis ensuite les autres heures qui s'ajoutent entre 19h et 1h ou 2h du matin. Et ils vont jouer leur va-tout. Jouer leur va-tout parce qu'ils ne trouvent pas de théâtre. Alors encore une fois, ils n'ont pas trouvé la porte du groupe antique de la Sorbonne, ils ne trouvent pas la porte de théâtre, personne ne d'eux. Et ils ne savent pas où jouer cette pièce. Ils ont la pièce, ils ont les droits, mais ils ne savent pas où jouer. Et donc, ils sont poussés par le système hors du système. C'est toujours très important ça pour le Théâtre du Soleil. Et hors du système, eh bien, ils arrivent au cirque Montmartre, qui n'existe plus, qui a été démoli de manière terrible, parce qu'il était classé par la famille Bouglione, qui avait acheté ce cirque, c'est le cirque Montmartre, l'ex-cirque Medrano. Et donc, ils jouent leur va-tout parce que ces forains-là demandent, cachent la location d'un mois tout de suite. C'est beaucoup d'argent pour chaque soirée. Donc, ils s'endettent beaucoup. Ils mettent tout le pactole d'argent sur la table de M. Bouglione et ils se lancent en jouant la cuisine de Wesker dans cet espace hors norme où finalement ils commencent à inventer un théâtre qui se fait hors du système théâtral connu. Là aussi, c'est le début du Théâtre du Soleil, parce que comme premier essai, important, parce que là, visiblement, ils jouent leur va-tout, c'est 25 acteurs. Et 25 acteurs, c'est énorme en salaire, et 25 acteurs, ils devaient partager la recette, je suppose, parce qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir avec des salaires normaux. Et déjà, la pièce raconte, si vous voulez, dans une cuisine, du petit matin jusqu'au coup de feu de midi, raconte la vie d'une cuisine, dans le premier acte, c'est ça, où on voit les travailleurs immigrés de Londres sous les ordres des chefs anglais. Et donc, on voit la vie quotidienne avec l'exploitation des travailleurs immigrés, on voit tout ça. C'est donc déjà une pièce sur l'exploitation, sur le travail avec les angoisses et douleurs des uns et des autres, avec les antagonismes de race, avec les parlers différents. Voilà. C'est tout ça qui se joue. Ça a été une adaptation de Philippe Léotard et d'Ariane Mouchkine elle-même, qui avait passé donc, en Angleterre pas mal d'années, donc elle pouvait aider à l'adaptation. Ça a été un triomphe. Ça a été le triomphe, et d'une certaine manière, c'est l'entrée d'Ariane Mouchkine au Théâtre du Soleil parmi les grands Paris. Donc, ce spectacle est très fort parce que Ariane, d'une certaine manière, sait très bien coordonner, alors qu'elle était timide au début, elle commence à très bien savoir coordonner les mouvements de rythmique, elle commence à savoir très bien ordonner les mouvements choraux de cet exercice, et effectivement, tous ces cuisiniers en blanc forment un chœur de gestualité, de rythmique, d'autant plus que nous les voyons faire la cuisine. Nous les voyons faire la cuisine. Le décor, c'est donc des éviers, des fourneaux, tous les ustensiles pour faire les repas, mais évidemment, il n'y a pas une seule nourriture. Donc, lorsqu'il faut peler une sole, elle le dit,
c'est vraiment du travail théâtral. Lorsqu'on prend une boîte d'œufs et qu'on va casser les œufs dans la poêle, eh bien, il y a une rythmique du geste et on imagine l'œuf qui n'est pas là, qui n'est pas présent. Et donc le théâtre crée une métaphore physique qui nous permet d'être pris par la rythmique des acteurs et par le jeu. Voilà. Alors c'est un acte très familier de faire la cuisine, donc on est devant une chose très familière et en même temps qui devient très étrange parce qu'elle est faite dans un ensemble d'acteurs qui jouent rythmiquement, qui jouent choralement, et parce qu'elle est faite sans nourriture, donc ça devient très étrange. Ça devient très proche de nous et très étrange, et on est vraiment au carrefour, vraiment dans l'art théâtral par son étrangeté et en même temps sa familiarité. C'est ceci qui fait le succès de ce spectacle. Moi, je crois qu'on a chez Ariane Mouchkine comme une sœur de Meyerhold, qui savait lui aussi, en Union soviétique, dans les années 20-30, savait diriger les acteurs sous forme de chœur, de manière mécanique, de manière gestuelle. On parle même de biomécanique avec Meyerhold, c'est-à-dire d'une choralité gestuelle extrêmement marquée, extrêmement collective. Et c'est ce travail-là qu'elle retrouve sans avoir une connaissance de Meyerhold très précise, mais elle lit, bien sûr, elle lit beaucoup, mais elle le réinvente. Voilà le premier grand succès, et ces succès haussent le niveau du metteur en scène. Elle dit, je crois que c'est à partir de là que je commence à avoir non seulement l'envie, mais l'ambition de faire du vrai, du grand théâtre. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, elle était dans une aventure théâtrale, on est ensemble, on a le plaisir de faire ensemble du théâtre. Maintenant, on est ensemble pour essayer d'atteindre le très grand théâtre. Donc le niveau monte, si vous voulez, le désir d'aller plus loin. Voilà. L'idée que je me fais du théâtre idéal commence à rivaliser avec l'idée que je me fais de la vie idéale d'une troupe. Et là, elle commence à mêler les deux niveaux, hein, encore une fois, la troupe, la structure de la troupe, l'art de vivre de la troupe, et puis l'ambition théâtrale de la troupe. Et elle dit cette chose qui est très juste, elle le dit pour un autre, mais je pense qu'on ne fait un spectacle que lorsqu'il est indispensable. Je pense qu'il ne faut faire un spectacle que lorsqu'il est indispensable à soi-même, peut-être uniquement à soi-même, mais indispensable. Et je pense que c'est là un des problèmes principaux aujourd'hui, car souvent on sort du théâtre en disant « Pourquoi était-ce vraiment indispensable de faire ce spectacle et de le faire comme ça ?» Donc il y a vraiment la recherche chez elle d'une nécessité intérieure qu'elle essaie de faire partager aux autres, évidemment, car c'est toujours elle, c'est aucun statut ne le dise, mais c'est toujours elle qui va proposer les spectacles, toujours. Et quelquefois, quand la troupe lui dit « Oh, c'est intéressant », oui, c'est intéressant, elle remballe, elle comprend qu'elle a fait chou blanc, et 15 jours après, elle revient avec un autre projet. Voilà. Donc elle essaye de rendre passionnant pour tout le monde, et que tout le monde partage son projet qui la passionne, elle. Et elle pense que c'est quand elle apprend quelque chose dans un projet, dans un spectacle, elle a envie de faire un spectacle où elle peut apprendre quelque chose. Et c'est en apprenant quelque chose qu'elle peut apprendre au public, faire lever le public et surtout enthousiasmer sa propre troupe. Tout le monde a à apprendre avec elle. Après le triomphe de la cuisine, on arrive au songe d'une nuit d'été. Le songe d'une nuit d'été qui avait été un spectacle où il y avait l'état de grâce, vraiment. Tout n'était pas réussi, cependant, mais en particulier la scène des artisans était merveilleuse. C'est la partie, disons, érotique des amoureux qui était peut-être un peu moins réussie, mais ça restait dans l'ensemble un très très magnifique spectacle. Et c'est parti comment, ce spectacle, ce goût du spectacle? C'est très simple, c'est très bête même. Au cours d'un repas, il y a des comédiens qui ont dit dès que nous serons prêts, on pourra attaquer le songe d'une été, on pourra prendre cette pièce, dès que nous serons prêts. Et un autre a répondu mais quand nous serons prêts, on n'aura plus l'âge de jouer les rôles. Et c'est sur cette boutade que tout d'un coup, toute la troupe, avec enthousiasme, a apporté sa jeunesse, son entrain, son envie de jouer cette pièce
dans, la balance du Théâtre du Soleil. Le spectacle était très réussi, surtout, je dirais, beaucoup en raison du décor. Et voilà comment elle le décrit, le décor. La piste était légèrement inclinée et les arbres de la forêt, sculptés dans de simples planches, il y avait au-dessus d'une piste inclinée, il y avait des planches comme ça, étaient suspendus, tombant du haut du ciel, comme des totems. On les écartait des bras, ils bougeaient. Je crois que je regretterai toujours ces grands arbres. Les acteurs semblaient vraiment jouer dans une forêt, dans le végétal et l'animal. Alors, le végétal, pourquoi? Parce que Ariel Mouchkine était tombée en arrêt devant des pots de chèvre et elle avait fait acheter des centaines de pots de chèvre et toute la piste, toute la pente était en pots de chèvre. Donc, on avait ces grandes planches de bois qui montraient la forêt, en quelque sorte, et il y avait un tapis de mousse végétale qui était les chèvres. Bon, vous savez, le bouc, Dionysos, je ne sais pas s'il y a un lien, mais en tout cas, il y avait une animalité dans le spectacle qui venait de ces pots de chèvre, donc une idée d'Ariane Mouchkine elle-même, et c'est un décor de Roberto Moscoso. Bon, un très beau succès aussi, mais elle le crée en février 1968, arrivent les événements de mai 68, donc le spectacle est bien sûr interrompu, puisqu'il n'y a plus de possibilité de jouer le soir, et ensuite, en juin, il y a la grève générale qui est décrétée, donc ils suivent le mot d'ordre de grève générale. Ils s'investissent eux-mêmes dans le mouvement en jouant la cuisine à Renault, chez Citroën, Renault et d'autres usines en grève. Et en même temps, ils sont totalement déboussolés. Le contrat s'achève avec le cirque Montmartre. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quel projet. Ils ont été interrompus, en quelque sorte, dans leur course. Et encore une fois, ils ont participé aux événements, mais en tant que troupe, ils sont un petit peu déboussolés. Comment faire, comment survivre, voilà. Et là, encore une fois, ce sont les intuitions d'Ariane. Elle se déplace, elle va ailleurs. Elle a la chance d'avoir une proposition de faire une animation à arc ensennant, là où il y a les salines de Nicolas Ledoux, et elle va demander, au lieu de venir juste faire une animation, elle va demander de pouvoir y séjourner du 15 juillet 68 au 15 septembre 68. Et là, on lui dit oui, on trouve des lits d'hôpitaux, on lui trouve des couvertures, etc. Et ils vont passer leurs vacances ensemble. Et là, ça va être un tournant décisif dans l'évolution du Théâtre du Soleil. Pourquoi décisif? D'abord parce qu'ils vont vivre ensemble pendant 2 mois, et donc il va y avoir la vie communautaire, qui fait les courses, qui fait la cuisine, comment on répartit les frais. Il y a tout le quotidien de la vie d'une troupe qu'ils vont, pour la première fois, aménager ensemble. Deuxièmement, ils ont du temps pour s'entraîner tous les jours à faire des improvisations, à travailler les masques, à travailler les clowns. Et ils ont donc le temps d'exploration qu'ils n'avaient pas, qu'ils avaient très peu avant. Parce qu'avant, ils étaient hachés par la nécessité de travailler à l'extérieur pour gagner leur vie. Et tout d'un coup, ils sentent que c'est très important pour eux d'avoir une continuité dans le travail d'entraînement. Ça, c'est le deuxième élément très important qui va fonder la compagnie. Et le troisième élément très important, c'est qu'ils apprennent à réfléchir ensemble. Et il n'y en a pas un qui réfléchit dans son bureau et qui dit aux autres ce qu'il faut faire. C'est tous ensemble qu'ils s'affrontent. Qu'est-ce qu'on veut faire comme type de théâtre? Quel théâtre politique peut-on faire? Voilà. Alors, ils sont tous d'accord de faire du théâtre politique, mais à condition de ne pas être surplombés par des partis politiques. Ils gardent farouchement leur indépendance, et à condition de jouer vrai, de rester vrai, de ne pas avoir de langue de bois, ne pas être le relais d'opinions politiques, mais d'essayer, eux, de découvrir leur vérité. Voilà. Donc, ce moment-là, elle le dit comme ça, lorsqu'elle dit qu'on a le temps de travailler ensemble. Ils trouvent le temps de travailler ensemble. J'ai besoin de travailler avec des gens qui ne regardent pas leur montre, qui regardent ce que sont en train de faire leurs camarades en scène avec tellement de ferveur qu'ils en oublient l'heure. J'ai besoin de fous et de folles de théâtre qui cherchent le théâtre comme des fous. Voilà ce qu'elle dit. Donc surtout,
ne pas être surplombé par les services de 4 heures, comme est découpé le système théâtral, aussi bien en musique qu'en théâtre, mais au contraire, avoir le temps pour soi. On n'est pas riche, donc on est riche de temps. On n'est pas riche. D'ailleurs, lorsqu'une institution est très riche, elle a peu de temps à consacrer à la production. Et au contraire, lorsqu'une institution est pauvre, elle a beaucoup de temps, puisque comme ils sont pauvres, on peut étaler la pauvreté plus longtemps, et on a plus de temps pour travailler. Et le désir d'apprendre tous ensemble, elle le dit, j'ai besoin de gens, je n'ai pas fait finir la phrase tout à l'heure, j'ai besoin de gens qui cherchent le théâtre comme des fous et qui savent que nous sommes à l'école. Toujours cette idée d'apprendre ensemble, se mettre à l'école. Alors à l'école de quoi? Il s'était mis à l'école de Shakespeare, il s'était mis à l'école d'un auteur contemporain, Wesker. Maintenant, ils vont se mettre à l'école de forme, les clowns, la commedia dell'arte, voilà. Et c'est en travaillant les masques en particulier, les masques, tout le travail des masques. Et c'est ce qu'elle dit à propos des masques. Nous étions partis pour travailler les masques, mais ce sont les masques qui ont commencé à nous travailler. Et à Arc et Sénan, tout d'un coup, ils découvrent vraiment sur le terrain, ils découvrent l'apprentissage de ce qu'est le théâtre, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas, qui tout d'un coup se met à exister et qui tout d'un coup n'existe plus. Et il y a ce phénomène très, très bizarre, c'est qu'on ne tient pas le théâtre, on ne le tient pas, il vous échappe. Vous n'avez pas de théâtre, vous avez une mauvaise improvisation, tout d'un coup vous avez quelques minutes miraculeuses, et puis après ça disparaît. Alors comment garder ces quelques minutes miraculeuses, comment les faire revenir? C'est tout le problème du metteur en scène et du groupe. Alors, voilà par exemple comment elle rend compte, et je trouve très beau ce texte, elle rend compte des effets de l'improvisation. Voilà, alors ils ont toujours fait de l'improvisation, mais on a l'impression que c'est maintenant qu'ils en découvrent vraiment la conséquence, les effets. Voilà. À la stupeur générale, parfois, on aperçoit du théâtre. Oui, c'est du théâtre. Et peu de temps avant, de manière insaisissable, ce n'était pas du théâtre, et quelques instants plus tard, ce n'est plus du théâtre. Quel est le mystère de cette apparition-disparition du théâtre? Et elle parle de leurs émotions. C'était des tremblements physiques, vraiment à la fois de peur et de joie. C'était en voyant des petites choses qui commençaient à apparaître sur le plateau, des petites naissances, donc de reconnaissance. À l'apparition de l'un ou de l'une, pas plus calée que celle ou celui qui avait précédé, mais simplement, tout simplement, doué de cette capacité d'apparaître et d'être, il y avait un théâtre, et on avait la chair de poule, et parfois les larmes aux yeux, et on hurlait de rire à se rouler par terre. L'instant de l'émotion, c'est l'instant où l'improvisation est réussie. Tout d'un coup, alors très belle métaphore, tout d'un coup, il y avait un oiseau qui arrivait. Quelque chose de très fragile qui venait et qui se posait sur l'épaule d'un acteur, d'une actrice et d'un groupe d'acteurs. Le théâtre était là. Et il fallait à ce moment-là apprendre et de ne pas vouloir trop. Peut-être même ne pas vouloir du tout. Ne pas vouloir. Si l'on est trop volontariste, on écrase l'oiseau. Donc l'instant dicte de se laisser porter par cet instant. Il faut se laisser porter par l'instant qui arrive sans vouloir le conduire. Voilà ce qui nous apprend beaucoup sur qu'est-ce que c'est que cette improvisation. Alors, on lui demande, dans Fabienne Pascaud, il dit, mais quelles sont les règles, en gros, de l'improvisation? Là, je vous en donne les effets premiers des gens qui découvrent le miracle de l'improvisation. Mais quelles sont les règles? Qu'est-ce qu'il faut faire pour improviser bien? Alors, j'ai préféré, là encore une fois, donner la parole à Ariane Mouchkine parce qu'elle donne très clairement les règles d'une improvisation. L'improvisation, elle ne l'invente pas. Hein. Vous savez très bien que la commedia dell'arte se fonde sur l'improvisation à partir d'un canevas. C'est ce qu'on appelle, au XVIIIe siècle, jouer à l'impromptu. C'est être préparé à l'imprévu. Voilà, c'est ça l'improvisation. Jouer. Quelles sont les consignes que vous donnez au début d'une improvisation? Comment trouver en improvisant une situation juste et vraie? Voilà la question de Fabienne Pascaud. Réponse très claire. La situation doit toujours être simple, claire, avec des détails concrets et une action précise, où l'acteur ne joue qu'une seule chose à la fois.
en prenant le temps d'entrer dans un état sans s'agiter ni vouloir tout dire tout le temps, en entraînant, en musclant inlassablement son imagination. Ça, c'est un leitmotiv chez Ariane, muscler votre imagination. En s'entraînant, en musclant inlassablement son imagination dans un corps le plus délié, le plus athlétique, le plus disponible possible. L'acteur doit d'abord écouter, ensuite savoir s'arrêter, se taire, accepter l'immobilité. Oui, l'improvisation, ce n'est pas l'agitation. Sinon, comment le spectateur aurait-il le temps de reconnaître et de se reconnaître? Mais l'essentiel pour l'acteur est peut-être plus simple encore. Être au présent. Renoncer à tout ce qu'il a pu prévoir pour saisir en scène tout ce qui lui arrive. Ne rien anticiper, en fait. Être à l'écoute. Être présent. Dans l'instant. Juste le présent. L'acte présent. Le théâtre est l'art du présent. Alors bien sûr, les acteurs préparent l'improvisation, mais quelquefois ils la préparent trop, donc ils suivent leur fil. Mais comme l'autre a préparé autre chose, ils s'écrasent l'un contre l'autre. Donc il faut avoir préparé, mais tout d'un coup se laisser détourner, dériver par ce que propose le partenaire. Quand la scène enfin vous semble-t-elle juste, une émotion naît. Et il faut faire confiance à ces émotions, comme dit Ingmar Bergman. De toute façon, à quoi d'autre se fier? Quand tout à coup ce qui se passe en scène me touche et révèle ou réveille la réalité endormie. C'est assez beau cette réalité endormie, comme la Belle au bois dormant, et tout d'un coup l'acteur va redonner un souffle à une réalité qu'on connaît, mais qui est assoupie, endormie, et qui tout d'un coup se met à vivre, à vibrer et à nous émouvoir. La vie est là. Voilà un peu l'essentiel de ce qu'elle dit sur l'improvisation. Donc, une ouverture de l'esprit, une ouverture du corps à ce qui advient. Ce n'est pas forcément cela qui advient, mais ce qui advient, ce qui se passe. Et c'est ça qui est mystérieux, qu'est-ce qui advient. Et en même temps, il faut préparer l'improvisation par un énorme travail de documentation. On ne peut pas aller comme ça, neuf, innocent sur l'improvisation. En général, il faut écouter le réel, travailler sur le réel, donc se documenter sur le réel, parce qu'en général, ils travaillent, par exemple, sur la Révolution française, sur des moments de la Révolution française, ils travaillent sur des choses réelles. Sur la cuisine, pareil, ils travaillent des choses réelles. Ils étaient allés dans des cuisines voir les cuisiniers travailler, ils s'étaient documentés. Et à partir de là, on peut improviser. Mais d'abord, contact avec le réel, bien entendu. Alors, le jeu théâtral, vous voyez, il est relativement simple dans ses règles. Et moi, je suis toujours ému lorsque j'entends ce que répond le savetier dans La Savetière prodigieuse de Federico Garcia Lorca, quand on lui demande quel est son métier. En fait, il est parti loin de son village en Andalousie, il est allé aux Philippines, il revient incognito dans son village pour se venger de sa femme, la savetière, qui est fantasque et qu'il a un peu laissé de côté. Et il revient sous les traits d'un conteur ambulant, chanteur ambulant, conteur ambulant, qui montre des images peintes et qui raconte des histoires en montrant des images. C'était le premier théâtre, si l'on veut, très, très rustique, très archaïque, en Andalousie ou en Espagne. Et on lui dit, mais quel est votre métier? Et il répond, c'est un travail de peu d'apparence et de beaucoup de science. Je montre la vie du dedans. Vous voyez, c'est un travail de peu d'apparence, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à l'improvisation de nous montrer de grandes choses, c'est d'être juste, d'être simple et surtout d'être profonde. Je montre la vie du dedans. Voilà. Et ça, beaucoup de science, ça veut dire beaucoup de savoir du théâtre, beaucoup de savoir de documentation préalable, mais qu'il y a une science du théâtre qui passe par l'apprentissage de l'écoute, de la simplicité et du jeu physique. Alors c'est ainsi que naît à Arc-en-Senans la naissance du premier projet dont on va parler plus longtemps, les clowns. Puisqu'elle s'est mise à l'école de la Comédie dell'arte, elle s'est mise à l'école des clowns, et puis finalement ils se sont de plus en plus attachés aux clowns. Et Ariane avait suivi des cours de quelques mois à l'école de Jacques Lecoq, où elle avait fait l'exercice suivant, trouver votre propre clown. C'était chaque comédien doit trouver son clown. Et cela lui a donné l'idée, en travaillant, ils se sont dit, mais pourquoi
on ne ferait pas un spectacle où chacun donnerait son clown, et il y aurait des clowns juxtaposés les uns aux autres, une sorte de revue de clowns. Alors ça évoque quelque chose, puisque Fellini, je ne sais pas si c'est la même époque, je ne me souviens plus, si Fellini a fait aussi un spectacle sur les clowns, et il y a une rencontre de deux spectacles. Il faudrait revoir le film, revoir les deux films pour comparer et voir un petit peu ce qui est passionnant. Je n'ai pas eu le temps de revoir les clowns. Je sais qu'il y a eu une phase très heureuse dans ce spectacle, absolument heureuse, où chacun, justement, avait l'impression d'être en totale liberté et pouvait inventer son clown préféré, en quelque sorte, lui donner un costume, lui donner une rythmique, lui donner un texte. Chacun invente son texte. Chacun fait son entrée de clown. Alors, en général, on ne fait pas une entrée de clown seul, on la fait à deux. Ce sont donc des improvisations à un ou à deux, jamais tellement à trois. Non, c'est des improvisations comme les clowns à deux, en général. Voilà. Donc, ils sont très contents d'eux. Et ça, c'est la conséquence d'Arc-et-Sénan. Ils décident de faire une création collective. Ils décident que chacun serait l'auteur du spectacle prochain, co-auteur du spectacle prochain. Et ils se donnent pour consigne que si la mandragore magique, s'ils pouvaient atteindre la mandragore magique, ils pourraient être le clown qu'ils souhaitent. Donc il y a un qui souhaite être clown Dieu, l'autre clown diable, l'autre clown ceci ou clown cela, clown amoureux de toutes les femmes, clown, enfin je sais pas. Et chacun fait son clown, invente son clown. En fait, ça a été un spectacle qui a été difficile à faire. Alors je vais en parler, mais pour revenir à Fellini, Fellini a parle du cinéma comme ça, et on pourrait très bien remplacer le mot cinéma par le mot théâtre, et je trouve que ça s'adapte très bien au Théâtre du Soleil. Alors le cinéma, disons le théâtre, est un art de vivre qui tiendrait du voyage d'exploration, de la partie de campagne entre amis et du divertissement de cirque. Voilà l'idée de Fellini. Le voyage d'exploration, un art de vivre qui tiendrait du voyage d'exploration, de la partie de campagne entre amis et du divertissement de cirque. Et bien, je crois que ça qualifie exactement ce spectacle. On part entre amis, c'est les amis d'Arc-et-Sénan, voyage d'exploration, on explore une forme, divertissement de cirque, cette forme est du cirque. Voilà. Donc on a vraiment les trois. Voilà. Et elle le dit, elle a un texte qui fait écho. Je ne crois pas que Ariane ait connaît cette phrase de Fellini, hein, c'est moi qui fais un rapprochement. Mais Ariane dit « La répétition est un voyage ». Vous voyez, voyage d'exploration. La répétition est un voyage. Je crois que tout le travail de la répétition, c'est avancer. Quand on commence un travail sur un sujet, on a en fait les yeux et les oreilles fermés, comme tout le monde. Le fait d'avoir envie de travailler dessus montre bien qu'on a envie d'ouvrir les yeux. Et au Théâtre du Soleil, cela dure des mois, effectivement 5, 6 mois, 7 mois. Les mois de répétition servent sinon à comprendre tout, au moins à connaître, à percevoir que tout n'est pas simple. Pour prétendre amener le public avec soi, encore faut-il avoir vraiment fait ce voyage soi-même, et pas seulement prononcer des mots qui informaient le public sur un voyage qu'il y aurait à faire. Nous-mêmes, nous devons être les voyageurs qui amenons le public en voyage et en exploration intérieure, à l'intérieur des vies, à l'intérieur de nos ressemblances. Voilà. Et j'aimerais qu'on projette, par exemple, le début d'une répétition dans le décor au théâtre d'Aubervilliers, avec Ariane qu'on voit en train de répéter, un peu anxieuse d'ailleurs, on approche de la première, et deux clowns qui font la répétition. Oui. Non, alors voilà, hein, je me promène dans la rue, et puis il y a ma fiancée qui va arriver. Hein. Alors, non, évite les musiciens, là, hein. Attention, hein, ma fiancée, c'est pas n'importe qui, hein. C'est la plus belle fille de tous les continents engloutis et encore en activité, hein. Alors, attention, hein, pour son entrée,
vous allez lui faire une belle musique, hein. Allez, en avant, musique! Voilà qui donne une bonne idée du travail. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça a été un spectacle très, très laborieux et très difficile à faire, en fait. Ils sont partis vraiment avec un élan extraordinaire, mais l'arrivée était très difficile. Ils étaient 25 au départ, ils se retrouvent 14 à l'arrivée. 11 départs. 11 départs, ce qui montre combien c'est difficile. C'est constitutif de la création collective. On est auteur. Si on n'arrive pas à faire son clown, on ne peut pas faire partie du théâtre des clowns. Enfin, on ne peut pas. Donc, on est obligé de demander à l'acteur de sortir son clown ou de partir. En gros, c'est ça. Et les rôles ne sont pas distribués au départ. C'est un peu constitutif de la création collective. Et la découverte de la création collective, justement, c'est une épreuve décisive, une épreuve du feu. Alors pourquoi ça a été très douloureux? C'est parce que les comédiens s'investissent personnellement. Il y a un côté psychodramatique, si vous voulez. Ils partent d'eux-mêmes. Ils construisent à partir de leur personnalité. Et tout d'un coup, parce que ce numéro ne peut pas correspondre avec celui des autres, on va faire répétition, ou parce que c'est un peu moins bien, ou parce que ce n'est pas tout à fait trouvé, etc., on est obligé de dire à quelqu'un, non, arrête, ce n'est pas le clown, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et à partir de là, c'est un drame pour quelqu'un qui a travaillé plusieurs mois, qui veut devenir comédien, qui veut s'investir dans cette troupe qu'elle aime ou qu'il aime. Voilà, nous sommes au cœur du sujet, que ce n'est pas si facile que cela. Vous voyez, les 11 départs, c'est quand même quelque chose. On ne part pas du tout dans le système du contrat préalable, tu joues tel rôle, et on signe, et puis après on le fait, dans les 2 mois. Là, on part sur 5-6 mois d'exploration, et on y arrive ou on n'y arrive pas. Alors, vraiment, ce spleen s'accentue dans la compagnie au moment même où l'exigence du rire se renforçait. Plus on approche de la première, plus il faut rire. D'ailleurs, vous voyez, Ariane ne rit plus du tout. Plus on approche de la première, plus il faut rire. D'ailleurs, c'est très bien connu. Hein. Lorsqu'on monte une comédie, très vite, on est sinistre, on ne rit plus du tout. Et lorsqu'on monte une tragédie, plus on répète, plus on rigole. Ça, c'est vraiment, on ne peut pas, on n'est pas du tout, on est en contrario qu'on répète de ce qu'on fait, tout à fait. La succession des clowns crée un problème inévitable,
qui vient d'une erreur presque dramaturgique. Elle s'est enfermée dans une forme, elle propose une forme à tous les acteurs, mais cette forme, si vous voulez, elle n'est pas la forme habituelle du cirque, du clown. Le clown arrive comme un intermède entre les éléphants et les trapézistes. Il arrive pour changer de rythme, pour amener du rire après un moment périlleux ou un moment angoissant. Il arrive pour contrarier, il arrive pour... Voilà. Tandis que là, les clowns se succédant se contrariaient eux-mêmes. Il y avait saturation de clowns, saturation de comiques. D'autre part, le clown, elle le dit, le clown, il est un personnage excentrique, un personnage solitaire, un personnage presque misanthrope, un personnage exclu, un personnage défaillant, un personnage jeté sur le bord de la route, un personnage qui ne trouve pas sa place dans la société. C'est ça le clown. Et c'est des personnages qui ne peuvent pas communiquer avec tellement d'autres personnes, si ce n'est avec leur partenaire, qui en général est leur contraire, et c'est tout. Donc c'était très difficile aussi de faire des créations collectives avec les clowns. Donc ils étaient partis avec des gants blancs pour dire en avant on va faire notre première création collective. Eh bien non, ils ont appelé ça ensuite spectacle en vrac. Ils ont bien compris qu'ils n'étaient pas arrivés à faire une création collective. Ils l'ont bien compris, spectacle en vrac. Et ils disent c'est la quintessence de la création personnelle dans le programme. Donc il y a eu un tête à queue. Ils annoncent une création collective et ils ne peuvent pas la faire. Ils rassemblent des numéros, ils jouent bien sûr, mais ce n'est pas ce qu'on appelle une création collective puisque le collectif s'épuise à juxtaposer des individualités qui juxtaposent des numéros. Voilà. D'où cette souffrance des acteurs. Et elle écrit un beau texte sur la souffrance. Elle écrit un texte qui s'appelle « Jeu et souffrance ». Parce qu'on idéalise toujours le théâtre. Hein. Mais la vérité, c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Faire souffrir un acteur, c'est lui dire « Non, ce n'est pas assez. Non, ce n'est pas par là. » Ou « Non, je ne te crois pas. » Quand je dis « On a le droit de faire souffrir un comédien adulte », je veux dire par là qu'on est en droit d'attendre que le comédien ou la comédienne arrive à accoucher d'elle-même, et un accouchement, c'est douloureux. On ne peut pas l'éviter. L'art est douloureux. L'art est injuste. Certains y arrivent, d'autres n'y arrivent pas. C'est une souffrance pour ceux qui n'y arrivent pas. Il n'y a pas d'égalité dans l'art. Il y en a qui peuvent, d'autres qui ne peuvent pas. Ils feront autre chose. Vous voyez, c'est expéditif. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une barrière. Ils ne transigent pas avec la qualité. Ce n'est pas parce qu'on est tous ensemble qu'on est égaux. Et il faut. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider celui qui est inférieur. Il faut l'aider. Mais à un moment donné, on ne peut pas transiger. Et elle est assez impitoyable sur ce point de vue, sur ce point de vue-là. Alors, nous avons assisté jusqu'ici à l'avancée du Théâtre du Soleil, qui avance, comme vous l'avez vu, en épi, en serpentant à travers la difficulté. Les petits bourgeois, théâtre psychologique, dans un petit théâtre, théâtre Mouffetard. Ensuite, une fantaisie théâtrale, inventée par eux-mêmes, le Capitaine Fracasse. Ensuite, un auteur contemporain qui parle d'un problème contemporain, l'exploitation au travail, la cuisine. Et ça, c'est déjà le cirque Medrano. Hop, on découvre un auteur et un nouvel espace. Shakespeare, ensuite, une grande fantaisie poétique, dans le songe d'une été, et encore une fois le cirque Montmartre, et enfin les clowns. Alors qu'est-ce qu'a appris? Moi j'appelle ça la méthode Ariane Mnouchkine une méthode chinoise. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté, au lieu d'attaquer de front, comme dans la guerre, la stratégie guerrière, souvent qui est la nôtre, de faire des batailles frontales, les Chinois se détournent, vont en retrait, prennent par revers, reculent, n'hésitent pas à reculer, attaquent autrement. Voilà. Et c'est toute cette stratégie de retrait, de recul, d'aller chercher ailleurs un autre espace de liberté, me paraît une stratégie chinoise. Et Ariane Mnouchkine, vous savez, est très, très influencée par l'Extrême-Orient, par la Chine, le Japon. Enfin, d'une certaine manière, elle sera porteuse de cette stratégie que j'appelle chinoise.
Elle fait par exemple des marches d'approche avant d'attaquer une difficulté. Elle ne précipite pas ses acteurs dans la difficulté tout de suite. Elle fait des exercices d'approche. Elle prépare ses troupes. Eh bien, les clowns, qu'est-ce que ça a été? Ça a été le premier apprentissage d'une forme orientale. Elle le dit elle-même, parce qu'après elle va faire travailler sur l'art japonais, l'art chinois. Elle dit elle-même, nous avons en Occident une forme orientale, c'est le clown. Parce qu'il a le masque, il a le costume, il travaille à la musique, il travaille avec la musique, il travaille rythmiquement, c'est le corps qui est le numéro un, il n'y a pas de texte très important dans le clown. Tout ça, c'est finalement les fondements du théâtre oriental. Et c'est la première fois que le Théâtre du Soleil va affronter l'art oriental. Elle le fait sous les traits des clowns. Ça a été ça leur grande avancée. En même temps, c'est un échec, hein, les contrats de la création collective. Elle s'aperçoit qu'il ne suffit pas d'être ensemble. Elle s'aperçoit qu'il ne suffit pas de partir d'une forme pour faire une pièce de théâtre. Elle en tire les conséquences. Elle comprend que désormais, il faut trouver un fond commun qui réunit, au-delà du problème de la forme, que la forme d'ailleurs devrait suivre le fond commun. Il ne faut pas partir dans une création collective d'une forme au préalable, qui va se mettre à jouer toute seule, parce qu'on est ensemble. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut partir, en effet, elle le découvre en chemin faisant, il faut partir d'un fond commun qui nous réunit avec le public, Alors je sais bien que les clowns nous réunissent, mais enfin, c'est quand même qu'une forme. Alors que là, il faut se réunir avec le public sur un fond commun, et ensuite trouver la forme qui va prolonger cette réunion à partir de ce fond commun. En même temps, ça n'a pas été un échec, ça n'a pas été le grand succès qu'ils espéraient, ils n'ont pas du tout le succès de la cuisine ou du songe, ça a été un temps visiblement où ils sont déboussolés, ils sont un peu perdus, ils cherchent leur ancrage, ils le cherchent dans la forme, et Marianne dit « Notre obstination prend racine dans les clowns ». Ça, c'est magnifique aussi. Il y a un échec, enfin, une insatisfaction, disons. Ils comprennent qu'ils butent sur quelque chose, et c'est à partir de là que les grands succès vont éclater. Donc, ce n'est parce qu'ils sont passés par une méforme, si on peut dire, parce qu'ils avaient trop employé la forme, en quelque sorte, la forme orientale du clown, qu'ils comprennent qu'il faut faire autrement. Alors Ariane est assez déboussolée, je l'ai bien connue à cette époque-là, elle est assez déboussolée, elle se demande si elle ne va pas reprendre une adaptation de l'Insurgé de Vallès, puisque 1971 approche, et pourquoi pas célébrer la Commune, mais elle se dit que politiquement, la troupe n'est pas prête, politiquement, pour aborder un sujet aussi complexe que la Commune, théâtralement parlant, donc ils ne se sentent pas prêts. Va-t-elle reprendre le spectacle qu'elle avait rêvé de faire, Bal de Brecht, c'est-à-dire la crise d'un artiste, puisqu'ils sont en crise, voilà. Mais elle se dit non, c'est peut-être pas la crise de l'artiste qu'il faut mettre en avant, donc elle retarde aussi ce spectacle, qu'elle ne fera jamais pour l'instant, elle ne l'a jamais fait. Et soudain, c'est l'illumination. L'illumination, pourquoi ne pas partir du fond commun de la Révolution française, non pas la Commune, donc, justement. Et pour la première fois, ils vont faire une pièce historique, et après il y aura plusieurs spectacles historiques qui seront faits par le Théâtre du Soleil. Et là, c'est le premier d'entre eux, qui va marquer une date décisive pour le Théâtre du Soleil. Alors, ce sera 1789, suivi de 1793, puisqu'il n'était pas possible, en un seul spectacle, de raconter un temps aussi intense, aussi violent, aussi fort que la Révolution française. Alors, comment parle-t-elle elle-même? Est-ce qu'elle en parle de 1789? C'est pas grave. Nous sommes habitués. Vous savez, au théâtre, j'ai vu des acteurs avoir un trou. Hein. Moi, je n'ai pas de trou parce que tout est écrit. Mais les acteurs, j'ai vu un acteur avoir un trou terrible et plus savoir régularité. Alors, est-ce qu'elle parle peu souvent de 1789 et 1793? Et Fabienne Pascaud a raison de lui poser la question, mais pourquoi en parlez-vous si peu? Alors d'abord, elle se réfugie parce que c'est trop loin. Puis elle avoue. Et puis, il y a un moment où il faut quand même que j'ose m'avouer, surtout pour 1789, oui, parce que je crois que c'est surtout pour 1789, que c'était simpliste, que je n'aime plus ce style de jeu de battleur, que je n'accepterai plus aujourd'hui ces imperfections dans l'interprétation.
C'est encore à l'emporte-pièce quand je revois des petits bouts du film que nous avons réalisé lors des dernières représentations. Ça lui déplaît, elle ne s'y retrouve plus. Il est pourtant superbe, plein de fougue, de lyrisme, de violence. Ah, moi, je ne peux plus le regarder. Pourtant, je ne renie rien. C'était nous à ce moment-là, c'était le public, c'était l'époque. Mais que regrettez-vous? Au départ, nous voulions rompre avec cette conception traditionnelle qui fait des grands hommes les héros et les moteurs de l'histoire. Nous voulions réhabiliter le peuple, montrer qu'il pouvait être lui aussi, lui avant tout, le fameux moteur de l'histoire. Ainsi, 1789, c'était la révolution vue et faite par le peuple. L'espace était un immense champ de foire où des bateleurs comptaient les principaux événements. Je continue à aimer cette idée, mais nous n'étions pas forcés de jouer si mal. Voilà. Voilà. Donc c'est très beau comme autocritique en quelque sorte, et en même temps ils ont avancé. Elle voit en disant ça, elle se permet de le dire aujourd'hui avec du retard, parce qu'elle voit combien ils ont avancé, combien ils ont progressé dans l'art beaucoup plus raffiné du théâtre que... Alors, je vous en montrerai tout à l'heure un extrait, mais effectivement, l'extrait est trompeur aussi, parce qu'on est très près des acteurs, et le film en rajoute sur la déformation de ce jeu, mais c'est vrai qu'ils étaient en surjeu, c'est vrai. Alors, l'idée même de la Révolution française enthousiasme l'équipe. Ça n'a pas duré quelques secondes, c'était tout de suite, immédiatement, une approbation totale. Et tous, sans exception, se mettent aussitôt en apprentissage. Alors là, on a presque une université populaire qui se crée. Ils demandent des enseignants de venir. Avant de reprendre le songe ou de reprendre la cuisine, je ne sais pas s'ils le reprennent, en tout cas le songe, je crois qu'ils le reprennent. Avant de le reprendre, eh bien, dans les 2 heures avant la représentation, il y a des professeurs qui viennent leur faire des cours sur la Révolution française. Ils écoutent, ils lisent beaucoup, ils vont à la cinémathèque, ils vont voir le Napoléon d'Abel-Gance, ils vont voir la Marseillaise de Jean Renoir, un film de Griffiths aussi, je crois, sur la Révolution. Enfin, ils sont en train de partager ce fond commun. Et le philosophe Tony Negri dit « Il ne faut pas chercher à entrer dans un monde nouveau, il faut chercher à faire entrer un monde nouveau en nous. » Ce n'est pas tellement entrer dans un monde nouveau que faire entrer un monde nouveau en nous. Voilà, c'est ça le fond commun. C'est-à-dire quelque chose qui nous tient tous, Français, avec la Marseillaise, le 14 juillet, avec la République française, etc. Nous avons ce fond commun. Voilà, comment se l'approprier? Eh bien, il faut le faire entrer en soi, l'apprendre. Voilà. Et c'est ça, ce travail-là. Avec le point de vue qu'on a dit des bateleurs, c'est donc l'évolution racontée par le peuple. Donc, 2 parties. Une partie 1789, c'est la révolution doit s'arrêter à la perfection du bonheur, c'est Saint-Just, phrase de Saint-Just. Et 1793, la cité révolutionnaire est de ce monde. Donc, Ariane, d'ailleurs, à mi-chemin entre 89 et 93, voilà comment elle parle des 2 spectacles. 1789 vient d'être terminé. 1789 était un spectacle de source médiévale et que nous voulions tel parce qu'il parle de la fin du Moyen-Âge. Voilà. Et d'autre part, 1793 devrait être un spectacle contemporain parce qu'il parle vraiment des débuts de notre société. Donc 2 spectacles qui vont être très contrastés, dont le style est très opposé. Et autant 1789 est un spectacle plaisant, attractif, populaire, et il l'a montré par le nombre de spectateurs, autant je trouve admirable 1700, vraiment encore plus fort que 1793, qui est l'accomplissement de 1789. Et j'ai relu le texte récemment, ça reste une très belle pièce, qui a été justement créée collectivement sans auteur, tout le monde est auteur, ça reste une belle pièce qui pourrait être jouée aujourd'hui, qui n'a pas vieilli. Alors, parlons d'abord de 1789. La forme, donc, c'est le conteur-battleur qui harangue du haut des tréteaux forains. Et les acteurs, ils sont à l'aise parce qu'ils ont expérimenté une forme claire, directe, lumineuse, qui est la forme des clowns. Ils sont armés pour le sujet. Les clowns, spectacle pas tout à fait réussi, leur a donné les armes pour aborder 1789. Donc ils sont à l'aise. Qu'est-ce que demande Ariane Mouchkine comme décor, comme scénographie à Roberto Moscoso et à Guy-Claude François, qui est directeur technique, plutôt à Roberto Moscoso, mais enfin je crois qu'ils le font ensemble. C'est un espace qui pourrait raconter un itinéraire et un carrefour. Un itinéraire et un carrefour. L'itinéraire de la Révolution française, le carrefour, le lieu du débat. Voilà. Il y a 2 intuitions dans l'espace.
un itinéraire, un carrefour. Et donc ça va être 3 tréteaux d'un côté, 2 de l'autre, un carrefour au milieu entre les tréteaux, les 3 et les 2, liés entre eux. Donc il y a encore une très grande estrade, qui est 3 tréteaux avec des escaliers chaque fois différents, et puis 2 estrades avec des escaliers différents. Donc on peut arriver d'un côté, arriver de l'autre, et il y a tout un public qui va se tenir au milieu du carrefour, sur ce champ de foire, et là on voit combien Ronconi, dont nous avons parlé la semaine dernière, influence Ariane Mouchkine. Elle est allée voir le spectacle 5-6 fois, et d'une certaine manière, elle fait en sorte que les spectateurs qui sont au milieu soient debout, comme dans le Ronconi, et puissent voir simultanément les spectacles puissent se tourner d'un côté et de l'autre, puisque les spectateurs vont être environnés de scènes. Et au contraire, ils vont voir les détails, si vous voulez, du jeu. Et au contraire, il y a la possibilité pour une partie du public de ne pas être debout au carrefour, mais de s'asseoir sur une estrade qui est sur un côté, éloignée, de manière à ce public-là voit la vue d'ensemble du spectacle. Donc il y a 2 visions qui sont proposées aux spectateurs. Ils imaginent, comme dans Ronconi, que ceux qui sont au carrefour voudront monter dans les gradins et inversement. Ça, c'est pas vrai. Une fois qu'on a choisi son camp, soit le parterre, soit le gradin, on ne bouge pas, on reste. Voilà. L'espace a été construit non pas sous forme de maquette, mais sous forme de... Ça, c'est très intéressant comme méthode. Là aussi, c'est un luxe. Ils prennent du bois blanc, ils construisent les escaliers, ils construisent les estrades en bois blanc avec des clous très vite, comme ça, des vis, et ils construisent des maquettes grandeur nature, si vous voulez. Et une fois qu'on a bien adapté ça dans l'espace, ils répètent à la cartoucherie, ils ont squatté, l'armée partait, ils ont pu rentrer dans ce lieu. Après avoir réclamé d'ailleurs le pavillon Baltard où a joué Ronconi, tout ça sera détruit et ils récupèrent un peu par hasard, par le désir ardent d'avoir un lieu, ils trouvent ce lieu à l'abandon que l'armée laisse et ils s'y introduisent dedans en squattant, en ayant juste une lettre de la maire de Régis Debray qui avait donné un papier, nous permettons, elle était au conseil municipal de Paris, nous permettons que Marianne Mouchkine répète, mais ça n'avait aucun droit, aucune valeur, mais ce papier l'a protégé beaucoup en fait. Et donc le décor est construit, la scénographie est construite comme ça, par une maquette en grandeur nature, si vous parlez. Voilà. Et ensuite, Guy-Claude François va chercher, alors là c'est le luxe total, va chercher les outils du XVIIIe siècle, de charpentier, et va construire, en prenant des manuels de charpentier du XVIIIe siècle, va construire sans vis, sans clous, à la manière des charpentiers du XVIIIe siècle, le décor, qui est un vrai luxe, si vous voulez, on le sent. On sent que c'est fait en bois de charpente, et c'est magnifique. Voilà. Et c'est ce qui enthousiasme évidemment les techniciens avec Ariane Mouchkine, c'est qu'ils ont le temps de se livrer à des recherches qui sont presque pour le plaisir d'apprendre aussi un nouveau métier, en même temps qu'ils font une nouvelle aventure. J'ai passé l'heure. Est-ce que vous avez le courage de continuer? Bon, excusez-moi. Je vous devais 10 minutes la semaine dernière, alors je vous les rends cette fois-ci. Le voyage d'exploration à travers la Révolution a commencé par des improvisations. Et ces improvisations, donc, correspondent, si vous voulez, un peu comme un tournage de film où les acteurs tirent des rushs. Ensuite, Ariane dit non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Ensuite, elle confie le tournage de la même improvisation, si je prends la métaphore cinématographique, à une autre équipe, par exemple, ou au contraire, elle dit à la même équipe de retravailler son improvisation, mais l'improvisation n'est plus personnalisée. Autant un acteur était blessé dans les clowns quand on lui arrachait l'improvisation, autant là, l'improvisation appartient à tout le monde. Et elle circule d'un groupe à l'autre. Ça, c'est très fécond aussi, puisque chacun revoit autrement ce qu'ont fait ses camarades. Et Ariane, donc, après, soit elle rapproche deux improvisations en disant n'en faites qu'une, de ces deux scènes-là, n'en faites qu'une. Elle rapproche et elle prépare d'une certaine manière un montage-collage. C'est ça la création collective, c'est partir de la base, faire remonter des tentatives, des expérimentations, des essais, des erreurs, etc., faire un tri et puis travailler sur un montage-collage et peu à peu le monter.
Et après, les filages, c'est exactement ce qu'au cinéma on appelle un pré-montage, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment sur le terrain de faire filer l'enchaînement des improvisations qui deviennent des scènes, et puis tout d'un coup, exactement comme Chaplin faisait dans ses pré-montages, Chaplin était dans la cabine de régie, il entendait les spectateurs finir de rire, et il coupait. Quand les acteurs, il savait qu'il devait couper là, parce que les rires s'arrêtaient. Il le testait concrètement. Mais c'est un peu la même chose. On fait venir un premier public, on fait les pré-montages et on voit à peu près ce qui marche pas, ce qu'il faut couper, ce qu'il faut pousser. Voilà, c'est le concret du théâtre. Je vais aller un peu plus vite quand même. Alors, le 1789 se rapproche de la polyphonie, de la simultanéité et de la polyphonie de Ronconi, dont on a parlé la fois dernière. Et cette polyphonie, elle ne trouve pas de plus bel exemple que dans la prise de la Bastille, lorsque les différents comédiens prennent à partie les différents membres de l'équipe et se mettent à parler en confidence au départ, puis la voix va monter de plus en plus, et on entend donc les acteurs raconter simultanément le même récit, avec de petites différences de mots, quelques-unes, mais c'est à peu près le même texte, et ils racontent aux différents endroits de la cartoucherie, ils racontent la prise de la Bastille. C'est un moment polyphonique dont je vous donne 2 minutes. Et le prince de l'Ambesque lui-même, sabre au clair, a piétiné un vieillard sous nos yeux. Seulement croyez-moi, ils ont mal calculé en faisant ça, ils ont eu tort, parce que ça nous a mis dans une colère. On s'est réunis entre nous et on a décidé de faire une milice populaire. Seulement pour ça, il nous fallait des armes. À cette nouvelle, la colère déborde, éclate, et on se répand dans les rues de Paris pour l'apprendre à ceux qui n'étaient pas avec nous. Et tous ceux qui en avaient assez de cet état de choses, et ils étaient nombreux, décident de résister. Mais quoi faire? On est rentré chez nous le soir. On a été dans toutes les églises de Paris. Et là, pendant toute la nuit, on a fait sonner le tocsin. Et puis après, on a été au Palais Royal. Et pendant toute la nuit, on a fait tonner le canon. Et puis on a allumé des feux tout alentour de Paris pour que la population parisienne comprenne que quelque chose de très important était sur le point d'arriver et qu'elle reste en éveil. Par quartier, par corporation, dans les lieux publics, dans les églises, partout on peut se réunir. Et qu'on s'est dit cette fois-ci, pour une fois, on va pas se laisser faire. On va se défendre. Et pour se défendre, il faut trouver des armes. Il fallait trouver des armes, c'était la première chose à faire. Alors les forgerons sont rentrés dans leurs forges. Ils ont récupéré tout le métal qu'ils pouvaient trouver. Ils ont arraché les grilles des églises. Il y a même des prêtres qui nous ont donné leurs grilles. Et là, pendant 36 heures, ils ont forgé des pics. 36 heures sans s'arrêter. 36 heures, ils ont fait 50 000 pics. 50 000. Seulement 50 000 pics, c'est passé. Parce qu'en face, ils avaient des fusils, des canons. Si vous voulez avoir une chance de s'en sortir, une chance de survivre, fallait aussi qu'on ait des fusils, fallait aussi qu'on ait des canons. Contre les soldats qui étaient payés pour nous tuer. C'était des mercenaires. On les payait pour nous massacrer. Et puis eux avaient des armes à feu. Voilà ce qu'il fallait trouver. Des fusils et même des canons. Il n'y a qu'avec cela qu'on pouvait leur opposer une résistance efficace. C'est bien beau de vouloir s'armer. Mais rendez-vous compte, en 1789, quand vous êtes maçon, boulanger ou menuisier, qu'est-ce que vous avez pour vous armer? Qu'est-ce que vous auriez eu, vous? Rien. Alors, vous voyez, ici, on partage ce fond commun de la Révolution, entre public. Le public est là, il partage. On voit bien ces moments de partage. On voit bien cet enthousiasme qui vient à cause de la lisibilité du spectacle. C'est très simple, en fait. C'est très simple, c'est très beau, c'était très émouvant, ce moment-là. La lisibilité du spectacle, on le verra tout à l'heure lorsqu'on montrera un autre moment. Il y a un plaisir du jeu, il y a un plaisir d'apprendre surtout comment, alors que la Révolution commence, comment toute une tendance essaie déjà de dire qu'elle est finie, qu'elle est finie, qu'elle est finie. Et tout le spectacle de 1789, c'est cette contradiction entre un élan populaire et toute une partie de la bourgeoisie qui dit mais c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Voilà. Alors, je crois qu'un des éléments du succès aussi vient de la compensation qu'apporte le théâtre, compensation festive, après la déception liée à l'échec du mouvement de 1968. Très, très vraisemblablement, après tout ce qui s'est passé dans la rue, on est prêt à écouter la Révolution, c'est visiblement l'intention d'Ariane, et en même temps, sa vie, alors c'est peut-être
C'est peut-être ça qui a fait le succès. Ça vit comme une compensation. Ça se vit comme une compensation. On vient chercher la fête, on vient chercher la violence, on vient chercher le mouvement révolutionnaire, alors qu'il s'était affaibli en France et n'avait pas réussi. Je me rappelle très très bien, puisque quand j'ai vu 1789, le ministre Jacques Duhamel était là et a voulu serrer la main d'Ariane Mouchkine à la fin, mais évidemment toute la salle avait repéré que le ministre de la Culture était là, et toute la salle s'est mise à scander « ce n'est qu'un début, continuons le combat ». Et Ariane se cachait en coulisses, très loin, elle ne voulait surtout pas lui serrer la main publiquement. Donc on avait vraiment ce moment-là qui expliquait bien, je crois, le mouvement de ce mouvement théâtral qui naissait du mouvement de 68. Il y avait aussi l'imagination apportée par le courage de toute une équipe qui inventait librement un autre théâtre. Voilà. Et ça, je crois que c'est ça qui était salué, parce que quand même, c'était le 26 décembre 70 qu'ils ont créé cette œuvre, dans un froid de loup, hein, vraiment de loup. Il y avait quelques canons à mazout. Ils éteignaient le canon à mazout au début et on tremblait de froid après tout le spectacle. Mais il y avait une telle ferveur, une telle chaleur, un tel enthousiasme qu'on n'avait pas froid. Voilà. Donc, regardez par exemple, là vous allez retrouver le travail sur les clowns avec la musique. Vous allez voir ce que donne le travail sur les clowns, transformé lorsqu'il se rapporte à quelque chose de la Révolution française. C'est la projection de la nuit du 4 août, quand les nobles abandonnent leurs privilèges. On dit qu'elle est inutile parce qu'elle est inscrite dans tous les cœurs. Démagogie dangereuse parce que le peuple abusera de ses droits. Et il en abusera, monsieur, vous et le savez. qui les connaîtra, mais l'expérience et Mais l'histoire quelle expérience répondent et réfutent victorieusement ces deux observations. Allons, relisez donc vos classiques, mon cher. J'ai l'impression que c'est un peu plus tardif. J'ai l'impression que c'est plus tardif. Voilà. Non, c'est plus tardif encore. C'est plus tardif encore. Voilà, c'est là. Je vais essayer de passer plus rapidement maintenant à 1793. Et voilà ce que dit Ariane, après avoir parlé de 89. 1789 visait à parodier à gros traits l'aristocratie décadente, la bourgeoisie montante, avec des images théâtrales fortes, proches de tableaux vivants ou de l'allégorie. 1793 était moins spectaculaire et donnait à réfléchir sur la tentative de prise en main des affaires publiques par le peuple. On y montrait la vie ordinaire d'une section de sans-culottes à Paris, aux Halles, entre la prise des Tuileries et la destitution du roi le 10 août 1792, les débuts de la terreur en septembre 93. On y voyait comment, pendant plus d'un an, la souveraineté populaire s'était concrètement exercée
via ses sections, véritable avant-garde révolutionnaire et laboratoire d'une démocratie directe. Chacun y était responsable et solidaire de tous. Théorie et pratique étaient constamment confrontées, liées. Autant d'enjeux passionnants pour la troupe qui s'interrogeait évidemment sur la vie collective, les problèmes d'autorité, la répartition des tâches, comme les sans-culottes. Aussi, 1793 fut-il plus difficile à mettre sur pied. Nous avions voulu aussi retrouver une analogie dans l'aménagement même du lieu entre la pratique des sans-culottes et celle du soleil. Toute notre part de la cartoucherie était devenue section, c'est-à-dire club, quoi, pour la circonstance. Et comme toujours, il y avait dans le spectacle des allées et venues entre le particulier et le général, l'individuel et le collectif, le petit et le grand. Alors vous voyez tout de suite, Ariane nous dit, les sans-culottes, c'est aussi nous. Le Théâtre du Soleil est aussi dans l'histoire, il vit d'une certaine manière, et c'est pour ça que nous comprenons les sans-culottes. C'est pour ça aussi qu'à la fin de 1789, ils avaient fait mettre un discours de Babeuf. Alors on ne pouvait pas comprendre comment Ariane Mouchkine, qui est anticommuniste réellement, pouvait mettre Babeuf à la fin de 1789 qui annonce le communisme. Eh bien non, ce n'était pas ça. C'était d'une certaine manière, Babeuf devenait le porte-parole de la troupe parce qu'il parle de l'égalité. Et la troupe, comme elle vit sous le signe de l'égalité, l'égalité des salaires, encore une fois de faibles salaires, d'une certaine manière, elle se présentait sous les traits de Babeuf qui était son porte-parole. Et ce n'était pas du tout, évidemment, pour annoncer après 89 le début du communisme. Alors 1793, pour aller vite, c'est un spectacle difficile à faire parce qu'ils doivent trouver chacun leur personnage de ces gens simples, de ces gens qui sont des travailleurs, un boulanger, un forgeron, un graveur, une femme de chambre, une laveuse, une repasseuse, une femme de la halle, un commis, un boucher, un journaliste, un menuisier, ébéniste, un marchand de vin, etc. Tous les métiers de Paris, comment ces gens-là ont pendant un an mis la main dans les affaires publiques, ont essayé de gérer, non pas de gérer parce qu'il n'a pas le pouvoir, mais essayer de diriger dans leur pensée comment pourrait fonctionner une vraie république. Et c'est tout à fait passionnant de voir comment les acteurs, donc, ont essayé de raconter la Révolution, non plus du point de vue du peuple battleur, avec un degré théâtral, mais au contraire, en intériorisant un rôle, un personnage à lequel il donne un nom, et ces personnages vont raconter la Révolution. Ce seront des conteurs. En fait, ils sont des conteurs qui se mettent à vivre des personnages. C'est donc une alternance entre le récit historique et la scène vécue. On est dans le temps de la chronique, qui peut durer plusieurs mois tout d'un coup. 3 mois se sont passés, 2 mois se sont passés, ça c'est la chronique. Et puis tout d'un coup, on tombe dans une scène vécue, tel jour, dans tel froid, à telle heure, des femmes se sont rencontrées et on dit ceci. Voilà. Et au moment d'une scène, hop, on reprendra un récit. Et une fois on aura un récit, et hop, on aura une scène. Et c'est ce changement constant de point de vue sur 2 temps possibles, le temps de la chronique d'un côté, le temps de la vie quotidienne, de la vie quotidienne de cette époque. Alors, il y a un lien très fort entre ce qu'est la création collective et ce qu'est le travail de pensée de ces personnages. Ariane dit un très, très beau texte sur la pensée collective de cette période. Ce qui est beau dans cette période, c'est qu'on se rend compte des limites de la pensée humaine. À chaque instant, c'est-à-dire qu'un penseur, un meneur, un sans-culotte, mercier, savetier, vont jusqu'à leur extrême limite. Ils ne peuvent ni penser, ni agir plus loin. Puis en vient un autre, qui lui aussi va jusqu'à son extrême limite. De ce point de vue, c'est une période étonnamment optimiste. Chaque fois qu'une pensée, qu'un acte, qu'un homme tombe à terre, soit qu'il meure, soit qu'il se trompe, soit qu'il trahisse, sa pensée et son action sont reprises. Or, c'est exactement, finalement, la définition de la création collective. La création collective, si on pense ensemble, si on n'y arrive pas, eh bien, peut-être quelqu'un d'autre de la troupe va prendre là où vous êtes arrêté et va aller plus loin, ou va débloquer une situation.
Donc il y a cette idée toujours de parallèle entre ce groupe qui vit l'histoire, le Théâtre du Soleil, et un groupe qu'il représente, un groupe dans l'histoire, les sans-culottes qui prennent la section de mots conseils, qui font partie de la section de mots conseils. Ils ont choisi la section de mots conseils parce que c'est la première section qui, le 31 juillet 1972, va réclamer le renvoi du roi. Alors, qu'est le décor à ce moment-là? On pourrait commencer à projeter le décor pendant que je continuerai à parler pour gagner du temps. Roberto Moscoso, interrogé par Catherine Mounier, dit sur le décor, pour 1793, on peut à peine parler de dispositif et encore moins de décor. Le terme le plus approprié serait celui d'aménagement. Cet aménagement existe à deux niveaux. Comme les sectionnaires prennent en main une salle désaffectée et décident quelle sera leur section, le Théâtre du Soleil occupe une salle anonyme et décide de l'utiliser pour raconter l'histoire des sectionnaires pendant la Révolution. En fait, d'une certaine manière, le Théâtre du Soleil aménage l'endroit de la cartoucherie sur lequel ils jouent comme s'ils étaient eux-mêmes les sectionnaires. Que ce soit une salle pas très confortable, mais agréables, qui servent à une réunion, et comme ils l'auraient fait pour eux. Donc il y a un croisement, encore une fois, entre leur vie collective à la cartoucherie et la vie qu'ils imaginent possible pour ces sectionnaires. Vous voulez montrer le plan et les photographies? Elles sont passées. Elles sont passées. Je n'ai pas regardé. Alors on continue. Donc vous avez vu l'essentiel, les tables avec leurs bancs. Vous avez vu comment ils ont appris à oublier le jeu forain, on le sent tout de suite. Ils oublient le jeu forain. Au début, ils ont été très, très ennuyés par ces scènes étroites. Ils trouvaient les tables trop étroites parce qu'ils jouent sur les tables. Ils trouvaient les tables trop étroites. Ils étaient habitués au grand tréteau qu'ils parcouraient. Donc ils ont bien compris qu'il fallait changer de jeu. Et le premier travail de 1793, ça a été de désapprendre 1789. Et ça a été très douloureux, très difficile. Ils ont été pris en contre-pied. Ils avaient eu un tel succès, ils appliquaient les recettes de l'autre spectacle, et cet autre spectacle faisait écran aux nouveaux qui n'arrivaient pas à naître. Il faut apprendre à accepter un jeu beaucoup plus dépouillé, beaucoup plus proche de Copeau ou de Villard. Il faut apprendre à monter le niveau de l'improvisation. Ce débat entre le récit, excusez-moi, je vais beaucoup plus vite, ce débat, j'en ai parlé, entre le récit et la scène, ça reste totalement vrai. Et on les voit, ce qui est assez passionnant, on les voit faire des improvisations pour aider les acteurs à trouver leur rôle. C'est-à-dire qu'au-delà des scènes qu'ils improvisent pour faire le spectacle, ils font des scènes, et s'ils l'avaient fait aussi dans la cuisine, ils font des scènes où un personnage qui ne trouve pas tout à fait son rôle est aidé par un autre qui a déjà trouvé le sien. Donc il rencontre un acteur qui est dans le ton, et il oblige l'autre à trouver le ton. Et le ton, en effet, consiste à monter le niveau de l'interprétation. Et pour cela, ils vont se mettre à beaucoup travailler les chœurs de Diproy ou les chœurs d'Alceste d'Euripide. Ils vont travailler le théâtre grec. Pourquoi? Parce qu'il y a d'un côté le travail d'un chœur, et ils doivent jouer choralement, et jouer choralement, c'est-à-dire très sobrement, tous ensemble, très ardemment, très passionnément, mais tous ensemble. Donc ils jouent un chœur, et en même temps, ils jouent le messager. À tour de rôle, ils sont des messagers. Ils sont des messagers parce qu'ils viennent donner un récit de ce qui s'est passé à la Révolution, de ce qui s'est passé dans la rue, la prise des Tuileries. Voilà, ils le racontent, et il faut savoir le raconter. Donc le messager d'Antigone les aide à créer le messager du 10 août. Voilà. Et pendant ce temps, les autres apprennent à écouter un messager. Donc, vous voyez comment on fonde le théâtre, non pas par une improvisation spontanéiste, mais par une étude de l'écriture théâtrale qui nous permet ensuite de l'adapter au projet contemporain qu'ils font. Bon, je ne veux pas trop vous retenir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les deux spectacles se terminent par la pensée de Kant, qui a parlé dans son dernier traité
de 1798 parle d'un événement très récent. La Révolution s'est arrêtée quelques années avant. Un tel phénomène dans l'histoire du monde ne s'oubliera jamais, car il a découvert au fond de la nature humaine une possibilité de, alors c'est ça qui me frappe, de progrès moral. Il ne dit pas progrès politique, de progrès moral, qu'aucun homme politique n'avait jusqu'à présent soupçonné. Même si le but poursuivi n'était pas atteint, ces premières heures de liberté ne perdent rien de leur valeur, car cet événement est trop immense, trop mêlé aux intérêts de l'humanité et d'une trop grande influence sur toutes les parties du monde pour que les peuples, en d'autres circonstances, ne s'en souviennent pas et ne soient pas amenés à en recommencer l'expérience. Texte émouvant, je trouve, très fort, et qui fait écho à ce que dit Ariane Mouchkine sur cette idée de progrès moral. Au fond, Ariane est idéaliste et elle est moraliste. Et c'est sa force, c'est sa très grande force. Dans une époque cynique, elle a gardé la morale du théâtre d'artisan, la morale du théâtre qui va jusqu'au bout, qui ne fait pas les choses à moitié, qui a de l'ambition énorme, et donc qui se donne les moyens de cette ambition en acceptant de couper dans les salaires. Et évidemment, s'il y a des départs aussi, c'est ça, c'est la pauvreté réelle qu'ils vivent qui fait que certains, à un moment donné, craquent et s'en vont, et d'autres arrivent. Souvent, et d'ailleurs, c'est de plus en plus internationalisé. Il y a à peu près 30 pays représentés, peut-être pas, enfin, en tout cas une vingtaine de pays représentés dans la troupe d'Ariane Mouchkine aujourd'hui. Alors voici, je terminerai là-dessus. C'est Ariane qui parle. Quand je vois le monde autour de moi, je me rends compte que je ne comprends pas 90% des choses qui s'y passent. Mais je sais que c'est de ma responsabilité que d'arriver à le comprendre. Et je continue avec une obstination qui peut paraître tout à fait stupide à certains, de penser que nous devons agir sur le monde comme un grain de sable, chacun d'entre nous. Il n'y a pas de résignation qui tienne. Je suis certaine de cela, bien qu'on n'arrête pas de nous dire que ça ne sert à rien. Il existe un proverbe magnifique. Si ton étoile ne brille pas, n'essaie pas d'éteindre la mienne. Gardez cela, je vous assure, ne laissez pas éteindre votre étoile. C'est difficile parfois, parce que c'est à coups de seau d'eau qu'ils essaient de le faire, mais voilà, si ton étoile ne brille pas, n'essaie pas d'éteindre la mienne. Merci beaucoup.